Bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation du monde informatique, de Hewlett-Packard Enterprise, d'Intel et de l'Olympique lyonnais. Beaucoup d'entre vous ont pu suivre ces derniers jours des matchs de football de niveau européen, soit devant leur poste de télévision, soit dans un stade. Et bien justement, nous allons parler de stade, mais d'un stade totalement inédit en France et même en Europe, un stade 2.0. C'est celui que nous prépare l'Olympique lyonnais avec son partenaire Hewlett-Packard Enterprise. Pour évoquer ce sujet, nous avons trois intervenants. D'abord, François David, DSI de l'Olympique lyonnais. Bonjour François. Bonjour Didier, merci de me recevoir. Deux experts de Hewlett-Packard Enterprise. Sabine Crespo, chef des produits serveurs ProLiant. Bonjour Sabine. Bonjour Didier. Et Christophe Fontaine, qui est le manager pour la partie serveur, stockage, réseau chez Hewlett-Packard Enterprise. Bonjour. Avec ces trois intervenants, nous allons aborder quatre sujets successifs concernant ce stade 2.0. D'abord, le projet en lui-même. Ensuite, on parlera du parcours des supporters, donc le parcours client, le parcours utilisateur, comme on dit dans le monde de l'entreprise, mais l'Olympique lyonnais, c'est aussi une entreprise. Troisième sujet, nous parlerons des questions de sécurité. Et enfin, nous abordons le thème de la supervision. Donc, trois intervenants, quatre thèmes. Et vous, les internautes du monde informatique, vous pourrez également intervenir et vous interviendrez de deux manières, soit par les sondages. Après chacune des thématiques, vous aurez un sondage qui vous sera proposé et vous répondrez. Et également, vous avez déjà commencé à le faire par des questions en direct que je dispatcherai à nos trois intervenants. Deux petites précisions quand même avant de démarrer le cœur du sujet. Deux questions un peu personnelles. Une question personnelle déjà pour François David, le DSI de l'Olympique lyonnais. J'ai l'impression que vous êtes un très jeune DSI. Comment devient-on DSI de l'Olympique lyonnais? Convaincre Jean-Michel Aulas, ça ne doit pas être facile. Expliquez-nous François. Alors jeune DSI, Didier, effectivement, après dans le milieu du football, à mon âge, on commence à être retraité. Donc voilà, bon, mon parcours, donc j'ai un parcours lyonnais, je sors d'une école d'ingénieur, l'INSA de Lyon. J'ai démarré ma carrière au début des années 2000, principalement dans des sociétés de services informatiques. Et puis j'ai intégré l'Olympique lyonnais en 2008, plutôt sur des missions autour du développement et des applicatifs, en tant que responsable système applicatif. Et puis en 2011-2012, je suis devenu l'adjoint du DSI, jusqu'à devenir DSI sur la fin de la saison 2014. Voilà. Très bien, donc Jean-Michel Aulas un jour s'est dit c'est lui qu'il nous faut pour ce projet de stade 2.0. Autre précision, autre personnalisation, cette fois pas sur quelqu'un en particulier mais sur une entreprise parce que cette semaine c'est une grande semaine pour Hewlett-Packard Enterprise. Mon cher Christophe, on va d'abord commencer je crois par une vidéo pour bien comprendre, pour se mettre dans la tête Hewlett-Packard Enterprise. The future belongs to the fast. And to help you accelerate, we've created a new company. One totally focused on what's next for your business. A true partnership where people, technology, and ideas push everyone forward. Accelerating innovation. Accelerating transformation. Accelerating next. Hewlett-Packard Enterprise. Christophe Fontaine, comment avez-vous switché vers Hewlett-Packard Enterprise? Alors, ça fait déjà plus d'un an que HP travaille sur cette scission. C'est quelque chose qui a été planifié. Et en fait, on a décidé avec Meg Whitman, qui était en charge de HP d'origine, de faire deux sociétés. Une HP qui est plutôt pour tout ce qui est PC et impression, imprimante, et une autre société plutôt dédiée pour la partie, je dirais, professionnelle, Hewlett-Packard Enterprise, qui va se charger des serveurs, du stockage, des réseaux, des services et des logiciels. Donc ça a été annoncé effectivement après une année de travail, hein, puisqu'il a fallu travailler pour faire cette scission. Ça a été annoncé lundi dernier par Meg Whitman à la bourse de New York. Et bon, c'est passionnant de vivre cette nouvelle société qui arrive. Je vous rappelle que Hewlett-Packard, c'est quand même une société qui l'année dernière fêté 75 ans, avec Bill Hewlett et M. Packard. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on est là pour être prêt pour le futur, bien évidemment, et pour nos clients, et pour gagner en agilité. Très bien. Donc, on ne dit pas HP, on dit Hewlett-Packard Enterprise, sinon c'est carton jaune. C'est carton jaune, exactement. Très bien. On va donc donner le coup d'envoi des présentations avec vous, François David, le jeune DSI de l'Olympique lyonnais. J'ai envie de dire, faites-nous rêver, François. Qu'est-ce que c'est ce stade 2.0 ? Alors, qu'est-ce que c'est que ce stade 2.0? Alors, avant de rentrer un petit peu dans la technique et la technologie qui est déployée, je vais vous présenter un petit peu déjà ce que c'est pour nous, ce que ça représente de construire un nouveau stade. Chez nous, on a plutôt coutume de dire
est de parler d'un parc olympique lyonnais. Puisque aujourd'hui, ce que nous allons construire, c'est d'abord un parc. Et à l'intérieur de ce parc, il va y avoir un stade. Donc, la grosse différence par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui, c'est qu'on part sur un parc complètement privé, donc un stade à financement complètement privé. Ce qui veut dire qu'en termes d'exploitation, aujourd'hui, on pourra, et le club pourra exploiter le stade 365 jours par an. Ce qui veut dire que sur le parc, évidemment, il va y avoir le stade, mais on va pouvoir venir greffer beaucoup d'autres activités, des activités de loisirs, des activités de bureau. Ce qui veut dire que tout au long de l'année, on va pouvoir générer de l'activité et générer du revenu complémentaire pour le club. Donc, dans la tête des gens, on a plutôt tendance à penser que le football s'adresse aux clients particuliers, au B2C. Nous construisons un ensemble, évidemment pour les supporters, mais aussi vraiment tourné vers l'entreprise, tourné vers les familles, et qui ne soit plus uniquement juste une salle un stade où on vient jouer au foot, mais un complexe de spectacle, où on peut jouer au foot, où on peut jouer au rugby, où on peut assister à des concerts et avoir une expérience vraiment totale. Aujourd'hui, sur Gerland, l'Olympique Lyonnais travaille sur une vingtaine, 25 matchs. Quand on passera sur le grand stade, on passera plutôt sur un rythme de 35 événements par saison. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, ça change complètement la donne. Donc, principalement, si je peux vous donner quelques chiffres clés pour illustrer tout ça, pour fixer un petit peu les idées, en termes de planning, le stade va être ouvert en janvier 2016 pour avoir un premier match dès début janvier. Donc c'est aujourd'hui, quasiment jour pour jour, hein, dans 2 mois. Voilà. Par rapport à Gerland, aujourd'hui, c'est un stade municipal d'environ 40 000 places. Notre nouvel écrin accueillera 59 000 places. Donc, il y a un gap déjà en termes de volumétrie. On pourra accueillir beaucoup plus de personnes, à la fois pour le grand public, puisqu'on va avoir 50 000 places pour le grand public, mais on va avoir également 6 000 places VIP. Ces 6 000 places VIP, on va leur mettre à disposition des espaces réceptifs qui aujourd'hui n'existent pas ailleurs. On a 7 salons, 105 loges, et donc aujourd'hui c'est une offre pour le monde de l'entreprise qui n'existe pas et qui est complètement nouvelle. Sur le sujet aussi de l'accessibilité, le stade se veut exemplaire puisqu'on a une offre de parking importante, alors que ce soit sur du parking sur site, mais aussi du parking mis à disposition sous la forme de navettes pour favoriser du coup les accès au stade, puisqu'on a 2 parkings qui sont à moins de 5 km et une circulation en navette sur site propre qui sera mise à disposition de nos supporters. Et enfin, sur des aspects un petit peu plus techniques, nous allons déployer donc 2 écrans géants de 88 m² pour relayer l'ambiance au sein du stade. Et évidemment, on va insister sur un certain nombre d'éléments techniques pour offrir une expérience vraiment nouvelle à nos différents spectateurs au sein de l'enceinte. Donc c'est là effectivement qu'on commence à parler de stade 2.0. De stade 100% connecté. Aujourd'hui, ce qu'il faut imaginer, c'est que la connectivité, elle va s'adresser à la fois aux particuliers, donc aux spectateurs, mais elle s'adresse aussi aux réceptifs en loge et en salon, et aussi une part non négligeable, la partie cachée de l'iceberg, l'organisation et le club, puisqu'il faut bien voir qu'il y a environ 2000 personnes qui travaillent en jour d'événement, et donc forcément, on a besoin de ressources, d'outils et d'infrastructures. Donc, de manière plus pragmatique et plus grand public, aujourd'hui, si on fait un focus sur la connectivité, donc on va avoir 2 types de connectivité. Une connectivité Wi-Fi spécifique, haute densité, ce qui veut dire qu'on a coutume de communiquer autour de 25 000 personnes connectées en même temps à l'intérieur de l'enceinte pour pouvoir profiter du contenu. Donc on va avoir un Wi-Fi haute densité. On va avoir également une couverture mobile pour la téléphonie spécifique, puisque l'ensemble des stades de l'Euro 2016 sont couverts particulièrement par les 4 opérateurs, et notre stade en est un des fers de lance de cette installation-là. Et puis, voilà, cette forte connectivité, Wi-Fi haute densité, pour se mettre un petit peu des chiffres comme ça et voir un petit peu ce que ça peut représenter un tel chantier, c'est environ 800 bornes qui sont à déployer sur l'ensemble de l'enceinte. Voilà. Très bien.
Merci François. Alors on va voir l'autre aspect maintenant, la réponse des experts, de l'experte Sabine Crespo. Comment Hewlett-Packard Enterprise a-t-il répondu au cahier des charges, à cette demande de l'Olympique Lyonnais, de l'entreprise Olympique Lyonnais? Merci Didier. Donc oui, effectivement, vous l'entendez, c'était un sacré défi que l'OL, que François nous demandait de relever. Et donc l'OL nous a vraiment confié la conception et toute la fourniture de l'architecture des serveurs, de la virtualisation, du stockage, de la sauvegarde, pour permettre de faire fonctionner tout l'ensemble des applicatifs du système d'information de l'OL. Et donc on a vraiment gardé à cœur de répondre à ces besoins de performance, de haute disponibilité et évidemment de sécurité. Donc quand on est passé à la conception de cette architecture, on a toujours gardé en tête les 4 axes que vous voyez ici à l'écran. D'abord préparer l'avenir, donc préparer l'avenir en offrant des capacités évolutives et sécurisées évidemment, en offrant aussi des interfaces conviviales, des interfaces intuitives pour passer le moins de temps possible dans l'administration. Et puis également en offrant une solution globale avec des outils d'administration communs, toujours pour gagner du temps, parce que je pense que le facteur temps est important. Un deuxième axe également très important aux yeux de François, c'était de répondre toujours aux standards du marché informatique. Donc on propose ici une solution globale, ouverte, je voulais dire, à tous les environnements multi-constructeurs, multi-plateformes qui vont être proposés ici. Et puis également, en termes de sécurité, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, puisqu'on a pu réaliser un plan de continuité d'activité. Et puis le dernier point, c'est la pérennité, c'est-à-dire une feuille de route claire, et solide, on va dire, en s'associant donc avec Hewlett-Packard Enterprise, donc un des leaders mondiaux dans le marché de l'informatique, et puis Keops Technologies, donc un intégrateur à forte valeur ajoutée, qui a également une forte relation de proximité avec l'OL et notamment sur toute la région lyonnaise. Donc voilà les points forts et tous les axes qu'on a bien gardés en tête tout au long de cette conception. Très bien, merci. Je rappelle juste aux internautes du monde informatique qu'ils peuvent poser leurs questions à tout moment, quand ils le veulent, et je dispatcherai ces réponses. On va passer à la première question sondage, justement pour vous, les internautes. Alors, cette première question, c'est quelle est, selon vous, la caractéristique clé d'un stade 2.0 ? Est-ce la sécurité ? Est-ce l'interactivité grâce aux applications mobiles? Est-ce l'encaissement facilité et le paiement sans contact? Ou, François y a fait allusion tout à l'heure, est-ce que c'est une connexion Wi-Fi 4G avec un vrai débit super performant? Donc sécurité, interactivité, encaissement ou la connexion. Attention, il faut répondre à une seule question, donc c'est un seul choix. Et je vous donnerai les résultats du vote dans un petit peu plus d'une minute. Donc, en attendant les résultats de ce vote, je vais vous répercuter 2-3 petites questions. D'abord, pour François-David, une première question. Est-ce qu'il y a un peu de géolocalisation, c'est-à-dire quand quelqu'un vient dans le parking, est-ce qu'il peut être guidé? Et ensuite, quand un spectateur, une fois qu'il a franchi l'entrée, il cherche sa place, est-ce qu'il est aussi géo-guidé? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une fonctionnalité que nous avons inscrite à notre programme, notamment sur, je pourrais y revenir tout à l'heure, dans le cadre d'une application dédiée à l'ouvrage que nous allons réaliser. Pour nous, cette partie géolocalisation est relativement importante puisqu'on construit un nouveau stade, on va changer les habitudes. Donc forcément, aujourd'hui, dans le cheminement et dans le parcours client, dans le parcours du supporter, il faut qu'on l'accompagne pour que son expérience jusqu'à sa place soit la meilleure. Et donc forcément, ce genre de technologie, de solutions font partie de ce qui va être déployé sur le stade. D'accord. Alors il y a une question plutôt pour Sabine ou Christophe. Quel est le dimensionnement de votre réponse? Vous avez parlé de stockage par exemple tout à l'heure. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres pour avoir une idée de ce que vous avez proposé et que vous êtes en train de réaliser pour l'Olympique Lyonnais? Donc, on va y revenir juste après, mais c'est vrai que pour donner un ordre de grandeur, on parle de 2 data centers situés en fait physiquement dans le stade, bien évidemment, plus un site déporté. Et sur chacune des baies de stockage, les baies 3 parts dont on va parler juste après, on parle de 200 Tera. D'accord. Et on parlera des fonctionnalités avancées, évidemment, par la suite.
Parfait Christophe. Donc je vais donner les résultats de notre premier sondage. C'était, je vous rappelle la question, quelle est selon vous la caractéristique clé d'un stade 2.0 ? Eh bien, arrive en tête l'interactivité grâce aux applications mobiles, 63% des réponses. Ensuite, la connexion Wi-Fi 4G avec un vrai débit, 30% des réponses. Alors après, bon, la sécurité, l'encaissement facilité, apparemment ça n'a pas encore retenu l'attention. Donc c'est d'abord l'interactivité, les applis mobiles, et ensuite la connexion Wi-Fi. D'ailleurs, les deux sujets sont complètement liés, Christophe. Je vous donne tout à fait raison. Deuxième sujet, mon cher François, tout à l'heure je vous ai dit faites-nous rêver. Maintenant j'ai envie de vous dire faites-nous comprendre comment se passe le parcours utilisateur, le parcours supporter. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit dans un club de football. Alors justement, votre sondage, on va pouvoir justement bien l'illustrer. Aujourd'hui, dans notre parcours client, le fait de déployer cette forte connectivité sur le stade va nous permettre justement d'encourager l'utilisation de ces applications mobiles. Donc, le fait d'avoir de la connexion Wi-Fi permettra aux supporters, lorsqu'il sera à sa place, sur son application, de se connecter au réseau Wi-Fi et d'avoir accès à des flux vidéo pour revoir des actions qui peuvent se passer sur le terrain. Donc il y a une première interactivité aujourd'hui à l'intérieur du stade. Aujourd'hui, l'expérience dans un stade ou dans une salle de concert, c'est on arrive, le téléphone ne marche pas, on ne peut même pas aller sur ses réseaux sociaux, on peut pas faire partager. On va bien au même endroit, voilà. On est d'accord. Donc on ne peut même pas partager son expérience, on ne peut pas faire de scénarisation Snapchat pour ses amis. Même téléphoner des voilà. fois. Alors, des fois téléphoner, même si ça s'améliore, des fois même téléphoner. Donc aujourd'hui, cette forte connectivité, qu'elle soit Wi-Fi ou qu'elle soit sur une couverture téléphonique, nous permet de faire rentrer toutes ces technologies-là à l'intérieur de l'enceinte pour que les gens qui sont à l'intérieur puissent partager aussi à l'extérieur leur expérience. Et du coup, on ne crée plus forcément de frontières entre l'expérience réelle du stade et l'expérience dans son canapé. Au-delà des applications, à l'intérieur du stade, souvent on a peur de rater une occasion. Et donc le supporter, il va hésiter entre il faut que j'aille, j'ai faim, j'ai soif, il faut que j'aille m'acheter quelque chose, ou alors il faut que j'aille aux toilettes, il faut que je fasse la queue. Donc sur l'ensemble de nos coursives, sur l'ensemble du stade, on déploie également un nombre très important d'écrans de télévision sur lequel on va pouvoir rediffuser du contenu spécifique à la rencontre et du contenu qui va être agrémenté de statistiques, de relais pour nos fournisseurs et pour nos partenaires, ce qui permettra aux supporters de revoir les actions litigieuses ou alors de se tenir informés des actions qui se réalisent sur le stade. Donc, la connectivité à l'action, elle est de sa place jusqu'à l'intérieur des coursives. Voilà. Très bien. Merci François. Je rappelle encore une fois qu'à tout moment, vous pouvez poser vos questions et qu'elles sont les bienvenues pour nos trois intervenants. On vient d'entendre donc en gros la demande de François David, son projet en termes de parcours utilisateur. Comment est-ce qu'on traduit ça chez Hewlett Packard Enterprise, mon cher Christophe ? Donc, donc effectivement, on voit bien que sur un stade qui est très ambitieux, hein, on parle de connexion, d'accélération, d'avoir cette capacité d'être ultra connecté, et c'est un souhait de nous tous, hein, il a fallu mettre en place toute une infrastructure qui soit capable de répondre à toutes ces contraintes, qui peuvent être des contraintes technologiques, mais qui soient aussi très fines pour avoir justement cette souplesse d'administration, de gestion dans le temps. Donc en fait, on s'est posé, et quand on a lu le cahier des charges, il y a trois axes principaux qui sont ressortis. C'est déjà les performances. On parlait de temps réel quasiment. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose qui soit lent. Donc c'était une contrainte forte et sur laquelle on a pu répondre avec une technologie de stockage qui s'appelle 3 parts Storsa chez HP. Un plan de continuité, puisque évidemment, on ne peut pas se permettre que le jour du match de foot, un magnifique carré vert, rectangle vert hein, d'ailleurs, un peu comme nous, on se retrouve dans une situation où non, ça ne marche pas. Hein, donc il faut que ça se fonctionne et il faut que ça fonctionne en temps réel et que derrière, même si on a un problème technique, parce que ça arrive, on soit capable de reprendre l'activité de manière quasiment simultanée. Donc ça, c'est important. Donc un vrai plan de continuité avec 2 salles, 2 data centers connectés au débit qui sont capables de basculer l'un vers l'autre en cas de problème dans l'un des 2 data centers.
Et le dernier point, qui est un point fondamental, c'est la capacité justement d'intégrer toutes les couches applicatives. Donc le choix qui a été de la virtualisation avec VMware est un point fort. Ça nous permet à nous justement de rajouter des couches logicielles technologiques qui nous permettent vraiment d'avoir un environnement complètement en haute disponibilité pour nos clients. Donc l'Olympique Lyonnais, grâce à ça, va pouvoir avoir accès à la fois à toutes les notions applicatives, évidemment, à toute la gestion de tous ces data services qu'il va y avoir, mais en plus en hautement sécurisé. Alors comment on l'a fait? On l'a fait effectivement avec une architecture qui s'appelle 3 parts, qui est développée par HP et qui est une architecture qui est très évolutive, où on a des fonctionnalités assez percutantes, comme des fonctionnalités technologiques comme le scene provisioning pour être encore plus performant et d'avoir cette capacité de bien utiliser l'espace et ne pas surallouer du volume qui est mal utilisé. Derrière, on a cette capacité justement d'être ultra sécurisé avec ce type de matériel, avec ces notions de bascule. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un très bon TCO, et c'était un point important du dossier. On ne pouvait pas se permettre de mettre un produit qui ne répondait pas aux notions de TCO et d'avoir cette capacité d'avoir le bon prix pour les bonnes performances et l'efficacité. Et ça, c'était un point fort du cahier des charges. Dernier point, on est prêt pour le futur avec cette technologie, parce que tous les jours, on parle de flash, on parle de technologie je dirais moderne. On est prêt pour intégrer ces futures technologies en fonction des évolutions, et on est persuadé que ça va évoluer. Et on est déjà prêt pour le futur avec cette technologie, et on intègre dans cette technologie les processeurs Intel. Donc c'est vrai que c'est un partenariat complet pour proposer une solution qui répond à ce cahier des charges. Voilà. D'accord, très bien. Merci Christophe. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions à tout moment. On va d'ailleurs recommencer l'opération de tout à l'heure. D'abord, une question sondage. La question sondage, c'est quelle est votre priorité dans vos choix technologiques? Et vous avez 5 possibilités. D'abord, la sécurité. Ensuite, la réduction des coûts. Après, l'amélioration de la performance des systèmes pour les métiers. En 4e position, la consolidation des systèmes et la virtualisation. On a parlé de virtualisation. Et enfin, l'optimisation et l'exploitation de vos données. Donc, je répète, sécurité, réduction des coûts, amélioration de la performance des systèmes pour les métiers, consolidation des systèmes et virtualisation. Et enfin, optimisation et exploitation de vos données. Je vous laisse une petite minute pour répondre. Et dans l'attente, on va répondre à quelques questions qui nous arrivent. Alors, on a une première question très pédagogique. Que veut dire TCO? TCO, Total Cost of Ownership. D'accord. Donc c'est la capacité justement, en français, c'est la capacité de dire j'ai un projet et quel va être le coût global du projet en tenant compte de tout ce qui est intégré dans ce projet. Donc c'est à la fois les produits, les services et aussi le matériel en lui-même. Question aussi sur la virtualisation, peut-être François, ça c'était un choix de départ, la virtualisation, quelle est son importance aujourd'hui dans l'évolution de la technologie pour une entreprise comme l'Olympique Lyonnais? Alors pour nous, elle était, au-delà des aspects plutôt classiques d'infrastructure, elle était très importante pour nous aussi par rapport au contexte chantier. C'est-à-dire que pour construire un stade de cette dimension-là, on a un nombre très important de solutions à déployer, un nombre très important d'intervenants. Vinci construit notre stade, notre intégrateur Orange Business Services aussi aux côtés d'HP intègre un nombre incalculable de solutions. Aujourd'hui, la virtualisation nous permet de rationaliser tout simplement notre parc serveur et de pouvoir centraliser au sein de la DSI de l'Olympique Lyonnais cette supervision complètement globale. Donc pour nous, il était inenvisageable sur les délais qu'on avait d'aller déployer serveur par serveur chacune des solutions qui nécessitent pour exploiter le stade. C'est vrai que la virtualisation, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent chez tous nos grands clients, bien évidemment. En termes de VM, aujourd'hui, on est encore en train, sur certains lots, on est à 2 mois, donc on est encore en train d'en provisionner. On atteint les 250 serveurs virtualisés. D'accord. 250 serveurs virtualisés, un chiffre à retenir donc pour le cas de l'Olympique Lyonnais. Je vais vous donner les résultats du sondage. Donc la priorité des choix technologiques pour nos internautes. Alors il y avait 5 possibilités: sécurité, réduction des coûts, amélioration de la performance des systèmes pour les métiers, consolidation des systèmes virtualisation, optimisation, exploitation des données. Arrive en tête l'amélioration de la performance des systèmes pour les métiers. 43%, c'est pas mal. Ensuite, l'optimisation, l'exploitation de vos données.
En troisième, 29%, avec 18% consolidation des systèmes et virtualisation, on vient d'y faire allusion. Bon, la réduction des coûts, 7%, la sécurité, 4%. Christophe, un petit commentaire Commentaire très simple, on parle des métiers, donc on voit bien que l'essentiel, c'est de comprendre le métier du client. Et donc, du coup, ça nécessite de à la fois tenir les performances, qui sont des exigences juste fondamentales dans ce cas-là. Donc, c'est assez logique, finalement. D'accord. François, c'est plutôt vos confrères qui répondent là, ça vous surprend ou... Ça ne me surprend pas. Quand on est DSI, forcément, ce qui nous intéresse, c'est de servir nos métiers. Donc forcément, quand on parle sécurité informatique ou réduction des coûts, c'est des sujets qui sont toujours les sujets les plus pénibles à traiter, mais qui restent quand même les principes de base et de réalité de la gestion, dans le quotidien d'un DSI. Très très bien. Alors justement, on va un tout petit peu parler de sécurité. Je crois que dans le monde du football, on se souvient d'incidents malheureux. Il n'y a pas très longtemps dans un stade, ce n'était pas le stade de Gerland, mais l'Olympique Lyonnais était quand même sur le terrain. Donc c'est une grosse préoccupation dans le monde du football, mais pour tout l'environnement informatique numérique, donc du club Olympique Lyonnais et de l'entreprise Olympique Lyonnais. Comment allez-vous faire face, François ? Alors, nous, sur ces thématiques de sécurité, on a fait le choix de vous présenter, de vous parler de 2 dispositifs majeurs. Très bien. Donc, le contrôle des billets, déjà, parce que dans un stade, on ne peut pas rentrer si on n'est pas habilité à rentrer, si on n'a pas acheté sa place. Donc, premier dispositif, c'est ce qu'on appelle les contrôles d'accès de billets. Et ensuite, des solutions de vidéosurveillance. Voilà. Donc, si je fais un focus sur ces 2 points, et c'est des points justement sur lesquels nous avons fortement été accompagnés en termes de dimensionnement par les équipes du Hewlett-Packard Enterprise, si on fait un focus, aujourd'hui, un contrôle d'accès sur un stade, de l'envergure du nôtre et de celui qu'on est en train de construire, ça représente à peu près 160 obstacles. Ces obstacles, ils sont répartis sur l'ensemble du stade. On met à disposition également des terminaux mobiles pour que nos stadiers puissent faire du contrôle et gérer les litiges si jamais un supporter qui se présente sur les obstacles ne peut pas passer. Donc, quand tout à l'heure je vous disais que le stade avait une capacité de 60 000 places et qu'en face on met 160 obstacles et qu'il n'est pas possible que le spectateur rate le début du match, forcément on retombe sur des contraintes de performance et des contraintes aussi, continuité de service, on n'a pas le droit de lâcher puisqu'on ne peut pas faire rentrer n'importe qui. Voilà. Donc ça c'est le premier dispositif, un contrôle d'accès qui est le premier obstacle et qui est en lien avec le grand public. Et ensuite, la haute disponibilité, on en a besoin pour s'assurer qu'on a bien les bons billets dans le fonctionnement et donc on a besoin d'une infrastructure temps réel de synchronisation qui est en lien permanent avec les ventes, mais aussi les annulations, puisque un contrôle d'accès, il faut pouvoir interdire l'accès à un billet parce qu'il a été volé, parce que quelqu'un l'a déclaré perdu. Et donc, tout ce fonctionnement-là sont obligatoires pour assurer la sécurité de nos supporters et des familles qui vont voir leur spectacle avec leurs enfants. Donc ça, c'est la première partie, je dirais, et c'est quelque chose que le spectateur, que le supporter rencontre. Quelque chose qu'il voit peut-être un petit peu moins, c'est la vidéosurveillance. Alors la vidéosurveillance, sur le stade, en termes de chiffres, on a 44 hectares sur l'ensemble du parc. L'ensemble du parc est monitoré, donc on a à peu près 270 caméras qui sont déployées sur l'ensemble du site pour couvrir principalement tout ce qui va être tribune, coursive, accès aux locaux. Et ce qui est particulièrement intéressant pour assurer la sécurité des gens et faire en sorte qu'ils puissent venir en famille en toute sécurité, c'est que le club travaille aussi en lien avec la préfecture, avec alors à Lyon les TCL et le Citral, l'équivalent de la RATP, les transports en commun, les transports en commun ici, afin que l'ensemble du parcours du supporter, depuis sa maison, depuis les transports en commun jusqu'à l'intérieur du stade, soit complètement vidéo surveillé. Voilà. Donc ça aussi aujourd'hui, c'est un point important sur lequel on a travaillé et sur lequel on a aussi beaucoup investi.
Très bien. Donc contrôle d'accès, vidéosurveillance, ce qui se voit moins. Voilà, qui se voit moins. Alors, on en a besoin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la gestion de ces images, hein, évidemment. C'est régi par... les images sont visibles dans 2 postes de supervision. On a un poste de supervision sécurité 360 pour la gestion du lieu, toute l'année. Et puis pendant les événements, justement, il y a des PC sécurité dédiés à l'organisation du stade où on peut avoir cette collaboration entre les équipes d'organisation du club et les forces de police, les forces de l'ordre, pour assurer que tout se passe bien, que ce soit à l'intérieur du stade, aussi bien que dans ses abords et dans les transports en commun. D'accord, oui, on est bien. Oui, parce que vous ne travaillez pas tout seul. On ne travaille pas tout seul. Vous êtes la sécurité, elle est assurée quand la collaboration est globale et que le dispositif est pensé de manière globale. D'accord, très très bien. Donc, même question que tout à l'heure. Sabine, comment Hewlett-Packard Enterprise a-t-il répondu à ces préoccupations? Et plus que des préoccupations, on le sent, une grosse conception de la sécurité dans un stade comme le stade 2.0 de l'OL. Nous, on se situe dans tout ce qu'on ne voit pas. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc, premier point, c'est le stockage de la vidéosurveillance. On voyait tout à l'heure qu'on parlait de quasiment 350 Tera de vidéos à stocker, d'informations de données à stocker. Donc là, on a choisi une gamme haute densité, haute capacité pour répondre aux besoins de volumétrie, mais également de performance. Donc on a positionné un serveur HP ProLiant SL4540, doté des derniers processeurs Intel Xeon. Donc pour répondre haute capacité, haute performance. Voilà pour la vidéosurveillance, j'ai un trou. Après, pour la partie sauvegarde, la partie sauvegarde après, on va passer sur un autre système, puisque là on est vraiment également sur un besoin de volumétrie. On va associer plutôt le logiciel Vim Backup et Réplication avec un système backup que l'on appelle StoreOnce. Concrètement ici c'est le modèle 4900. Où là, on va avoir 120 Tera de données. Donc, le choix du grand stade de l'OL était d'avoir une première copie des données sur le stade en même, et puis un export hors du site à Gerland de ces données quasiment en temps réel. Voilà pourquoi on a pu associer le logiciel Vim avec l'infrastructure StoreOnce. D'accord, d'accord. Donc, je vais juste finir sur cet outil. Donc, pourquoi HP StoreOne a été choisi pour la sauvegarde? Pour répondre à cette question, on a vraiment la performance de la déduplication sur ces 2 sites StoreOnce qui vont permettre aussi d'optimiser les liens WAN. Donc, on va vraiment avoir beaucoup plus de bandes passantes. Et puis, ce qui est important de souligner ici, c'est qu'il y a une intégration très fine entre Vim, StoreOnce et puis VMware. Donc là, c'est un point très important qui va permettre d'atteindre les niveaux de performance demandés. D'accord, très bien. Bon, je crois qu'on comprend bien maintenant voilà, la demande, le projet et puis la réponse extrêmement précise sur plusieurs points en matière de sécurité. C'est un sujet beaucoup plus large qu'on ne le pense au départ. Donc les internautes peuvent poser des questions. Là, je vais en répercuter quelques-unes. Avant, je vous donne lecture du sondage numéro 3. Alors, ce sondage porte sur la question suivante. En matière de gestion de projets informatiques, quelle est la caractéristique principale que vous recherchez chez un fournisseur, par exemple un DSI, avec son prestataire? Donc, 4 possibilités, 4 réponses possibles. D'abord, la capacité de ce fournisseur à définir la bonne architecture et le bon déploiement. Deuxième possibilité, son rapport qualité-prix. Troisième possibilité, sa capacité d'innovation et l'étendue de son portefeuille produit. Enfin, son association avec un intégrateur. Dans votre choix, qu'est-ce qui vous paraît le plus important? Les internautes du monde informatique, les collègues de François David. Donc, en attendant que vous répondiez, donc pendant 1 minute, 1 minute et demie, je vais vous répercuter quelques... alors, monsieur Chana qui nous demande quelles sont les caractéristiques techniques du serveur. Alors, concrètement, c'est-à-dire le nombre de disques durs. Voilà, oui, je crois que monsieur souhaite effectivement qu'on rentre un petit peu dans le détail. Voilà. On s'est basé pour le stockage sur je crois, 16 disques durs 6 Tera pour atteindre dans un premier temps la volumétrie. D'accord. SATA, si on va jusqu'à... D'accord, très très bien. Alors, autre question, monsieur Arnaud, ça revient un petit peu au sujet précédent. Avec quels outils HP a-t-il défini le nombre d'apps à utiliser? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, dans le cahier des charges qui était exprimé, en fait,
on avait à la fois une volumétrie, une performance associée, d'accord. Donc on n'est pas rentré dans le détail du nombre d'apps, mais on était plutôt sur un besoin rapport performance-volumétrie. Et à partir de là, on a des ABAC pour déterminer en fait la capacité et ce qu'on est capable de délivrer. Donc c'est vraiment, je pense que d'ailleurs les apps, tout n'est pas encore finalisé. C'est quelque chose qui est en cours de... Voilà, ce qui est important pour nous, et on l'a dit tout à l'heure, c'était l'évolutivité et être prêt pour le futur. Donc notre cahier des charges, demander une provision quand même pour qu'on puisse rajouter facilement de nouvelles applications et de nouveaux applicatifs. Et aujourd'hui, avec tout ce qui touche à la transformation digitale, le lieu qu'on va aussi avoir exploité, aujourd'hui, il y a des usages qu'on n'a pas encore même imaginés. Donc, ce qui était important pour nous, c'était que sur cette première phase quand même d'acquisition de ces, qui représente un investissement conséquent, on ne soit pas limité et qu'on puisse quand même, dès la livraison, continuer à grandir et continuer à déployer de nouveaux services. Donc ça aussi, dans les calculs, c'était quelque chose de très important pour nous. Est-ce qu'on peut peut-être préciser quelles apps seront disponibles dès début janvier ? Début janvier, vous allez avoir de la... Il y en a 50 ou 100, je ne sais pas. Il y en a énormément. Il y en a énormément, d'accord. Alors après, vous avez, on a beaucoup parlé de ce qui était disponible pour le grand public, tout ce qui était applications, les applications dans les buvettes, puisqu'on va avoir quand même 290 caisses pour servir la demande tout autour du stade, dans les boutiques. Donc tout ce qui est outils de vente seront déployés, les contrôles d'accès, tout ce qui va être Wi-Fi, la sonorisation, les écrans géants. Voilà, ça c'est les applications grand public à l'usage de monsieur tout le monde. Et puis nous en interne, on a besoin d'un nombre assez important d'applicatifs back-office pour pouvoir gérer les demandes d'incidents, gérer de la conciergerie, aller gérer de la réservation de salles, le suivi et l'organisation des contrôles d'accès et des stadiers, tout ce qui est radiocommunication. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais vu la densité de béton qu'il y a sur place, on a une infrastructure radio colossale sur place, puisqu'on va avoir entre 300 et 400 talkies en événement en propre, gérés directement par nous. Donc voilà, aujourd'hui, quasiment l'ensemble des services sont déployés à l'ouverture et dans les semaines qui vont suivre. Et ensuite, toujours pareil, on va affiner et puis on va rajouter, puisqu'on va être prêt pour recevoir les nouveaux demandes et les services de demain. Qui évoluent très vite. Qui évoluent, voilà, très vite. D'accord, très bien. Donc vous inquiétez pas, ceux qui ont posé des questions, je vais les dispatcher tout à l'heure. Tout de suite, je vais donner la réponse au sondage numéro 3. Alors je vous rappelle quelle était la question en matière de gestion de projet informatique. Quelle est la caractéristique principale que vous recherchez chez un fournisseur ? Christophe angoisse. Alors la première, capacité à définir la bonne architecture et le bon déploiement. Deuxième, le rapport qualité-prix. Troisième solution, la capacité d'innovation et l'étendue du portefeuille produit. Quatrième choix, l'association avec un intégrateur. Eh bien, largement et de loin, avec 48%, c'est le premier choix qui est celui adopté par nos internautes. Donc capacité à définir la bonne architecture et le bon déploiement. Ça vous surprend, François ? Pas du tout. On travaille d'abord pour répondre à un besoin. Donc le besoin, c'est une architecture. Donc c'est ça qui compte en premier. Je dirais que la réponse sur la qualité, le rapport qualité-prix, finalement, si l'architecture a bien été faite, au regard du besoin, le rapport qualité-prix, généralement, est bon. Génial. C'est 12%, c'est le dernier choix. C'est le quatrième, 48% pour la capacité à définir l'architecture. Ensuite, 22% capacité d'innovation étendue du portefeuille produit. 18% l'association avec l'intégrateur. Et 12% le rapport qualité-prix. Christophe, ça vous surprend? Non, ce qui est intéressant, c'est de voir que définir l'architecture, c'est à la fois fait par le constructeur, mais il faut derrière un intégrateur qui ait la capacité de travailler aussi en relation avec le client. Donc c'est tripartite, il faut qu'on travaille ensemble pour définir la meilleure architecture pour répondre aux besoins. Donc c'est assez logique. D'accord. Pas de surprise en tous les cas. Très bien, ça vous paraît tout à fait logique. Alors, dernier exercice, dernière question, exercice de logique. Vous nous avez parlé de beaucoup de besoins informatiques, de choix informatiques, d'options technologiques. Pour tout ça, il faut orchestrer ces choix. Il faut une supervision. François David, l'entreprise Olympique Lyonnais, quels ont été vos choix, quelles ont été vos réflexions en matière de supervision?
Alors, en termes de besoins de supervision de l'infrastructure, je pense que je partage les mêmes problématiques que l'ensemble de mes collègues. Donc, j'ai besoin d'une supervision à la fois matérielle sur les composants, sur le bon fonctionnement de mes VM et le bon fonctionnement de mes applicatifs. Donc, là-dessus, je dirais que mon besoin, il n'est pas farfelu, il n'est pas, tout le monde le partage. Ce qui est par contre pour nous important à l'Olympique Lyonnais, c'est que, comme je l'ai dit, on a une activité qui est très fortement liée à l'événement. On a 35 événements par an et des fois sur un laps de temps très court. Donc ça veut dire que nous, les énergies internes qu'on va passer, on va les passer sur ces moments de visibilité ou les moments de visibilité où l'OL est, je dirais, sous le feu des projecteurs. Il n'en reste pas moins que l'Olympique Lyonnais, même si toute la présentation qu'on en fait là, on reste quand même sur un dimensionnement d'une équipe informatique honorable. Par contre, on ne peut pas, nous, être en permanence tout le temps sur le feu. Et donc, c'est en ça que le besoin qu'on avait exprimé, c'était d'avoir une supervision qui puisse être là, même quand l'Olympique Lyonnais ne joue pas un match. Puisque à l'OL, on a aussi d'autres services qui doivent continuer à tourner. On a une très forte activité e-commerce. On va avoir des activités, comme je l'ai dit tout à l'heure, séminaires d'entreprise, des loges, des salons à animer. Ce qui veut dire que quand la DSI ou les propres exploitants ne sont plus là, on a besoin d'avoir derrière des équipes, des contrats de support, de supervision. Donc ça passe évidemment par une demande qu'on a adressée dans le cadre de notre cahier des charges sur la supervision technique, je dirais, des équipements. Et après aussi un accompagnement dans la supervision globale, tant je dirais des 2 data centers qui sont déployés chez nous, qu'aussi nos applications qui peuvent être dans le nuage pour que je puisse avoir une supervision globale. Mes clients à moi, ils s'en fichent de savoir que le service que je leur rends, il est fourni via le data center ou via les nuages. Donc c'est voilà, cette approche un peu globale aussi qu'on recherchait. Très bien, donc les internautes continuent à poser vos questions, je les garde, je les regarde précieusement, elles sont pour dans quelques petites minutes. Avant ça, on va entendre Christophe sur cet aspect supervision, comment Hewlett Packard… Pardon, c'est Sabine, sur cet aspect supervision. Donc effectivement, pour répondre à François sur le côté supervision, on est sur des environnements assez multiples. Donc on va avoir des maîtres mots, je pense, qui seront simplicité et intégration. Sur la partie des environnements virtualisés avec VMware et Vim sur la sauvegarde, on a proposé le logiciel VimOne avec lequel on a il faut savoir que HPE a une étroite collaboration avec Vim, donc ce qui va permettre de superviser 24 heures sur 24 sans aucune intervention humaine toute la partie virtualisée et la sauvegarde. Donc ça, c'est la première couche virtualisation. La deuxième couche, sur vraiment l'infrastructure propre, on aura donc un logiciel HP qu'on appelle HPE OneView qui s'intègre à VMware vCenter et donc qui pourra effectivement surveiller le stockage HPE, les serveurs HP ProLiant en faisant des remontées d'alerte. Et puis ça donne également la possibilité de créer ou d'étendre les clusters très facilement. Et puis pour répondre au dernier point de François, effectivement, on a proposé un support personnalisé pour vraiment répondre exactement point par point aux besoins du stade, avec une offre que l'on appelle HP Data Center Care, qui va permettre donc de développer un ensemble de services réactifs, proactifs pour empêcher, anticiper et éviter les pannes, et surtout une équipe dédiée pour le groupe OL, entre eux, donc l'OL, Hewlett Packard Enterprise et Keops, qui va pouvoir s'intégrer de façon globale et pouvoir répondre à tous les besoins sans faire des différences sur quelle couche on se situe. Et une équipe dédiée uniquement à la supervision? Oui, sur tout le support. Très bien. Effectivement. Tous les sujets de l'exploitation maintenance, donc maintenance préventive, corrective et supervision. Donc ça c'est vraiment fondamental pour justement cette notion de temps réel. Des produits peuvent tomber en panne, mais si derrière on supervise bien, on peut tout à fait les réparer en temps et derrière tenir les SLA qui sont demandés par le client. Tout est rattrapable à ces conditions-là. Exactement. Très bien, on a bien compris. Donc, merci pour cette première partie. Alors, on va, je vais dire, jouer la deuxième mi-temps maintenant en répondant à toutes les questions qui viennent d'arriver. Continuez de nous poser des questions d'ailleurs. D'abord une question, bon là c'est pour François, de Monsieur Claude Fournier. En quoi la réponse HP Keops Technologies a-t-elle été différenciante dans votre choix? Très direct comme question. Alors, elle a été différente dans notre choix. Je vais reprendre un peu la question sondage, finalement.
Aujourd'hui, on avait un cahier des charges qui était plutôt orienté évolutif. Et aujourd'hui, ce qui a retenu particulièrement notre attention, ça a été la manière que Keops et HP ont eu. Je dis HP parce qu'à l'époque c'était HP. Excusez-moi. Super. Non, pas de carton jaune. À l'époque, voilà, ce besoin-là avait été particulièrement bien identifié et bien travaillé. C'est-à-dire que on a vraiment senti que notre cahier des charges avait été lu dans le détail et qu'il y avait eu une réelle projection sur l'exploitation du stade et comment on allait pouvoir héberger les services de demain. Moi, je rajouterais aussi dans les critères de choix, dans le sondage aussi, il y a la manière aussi de conduire aussi les appels d'offres. Comment on gère au quotidien la réponse, le sérieux qu'on y met, l'implication, la pédagogie aussi, qu'on doit avoir lorsqu'on veut déployer ce genre de technologie-là. Vous évoquez ma jeunesse en introduction, alors bon, voilà. Donc c'était aussi peut-être assez important pour moi aussi dans la démarche et dans les critères de choix. Voilà. Et puis la solidité aussi, l'image du constructeur qui était particulièrement rassurante pour le club. Très bien. Christophe, on va vous renvoyer la question. Ou Sabine, facteur différenciant, vous avez gagné, c'est un petit peu facile, mais quand même, ce n'est pas non plus un projet très simple. Alors déjà, ce n'est pas un projet classique. Ouais. On est déjà dans le futur. Donc ça, c'est intéressant. Et je pense que l'équipe Hewlett Packard Enterprise et Keops ont vraiment travaillé conjointement sur le dossier et se sont renvoyés la balle avec différentes expertises. D'accord. Ça, c'est réellement important. Après, je pense que dans les briques technologiques, on a aussi mis en place des solutions qui sont différenciantes en elles-mêmes. On parlait tout à l'heure de technologie 3 parts. On a des fonctionnalités sur ces matériels-là qui nous permettent de garantir une évolutivité complètement naturelle et un engagement fort de notre part. Ça, c'est important. Hewlett Packard Enterprise s'engage par rapport aux clients et aux évolutions. Et en plus, dans l'architecture, je pense que cette capacité de gérer le projet de manière globale est un point clé. Et ça, à la fois pour la partie infrastructure et service. Il ne faut pas oublier que la partie service validée avec Keops était aussi un point clé sur ce dossier. Donc c'est vraiment un travail vraiment global et je pense que entre guillemets, le travail d'équipe est très important. Alors, vous avez utilisé le terme renvoyer la balle. Dans le foot, on est plutôt sur de la passe. Voilà. Au rugby, effectivement, si on renvoie... C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est idiot, mais ça illustre bien, en tout cas moi, la perception que j'ai eue pendant les phases d'avant-vente, mais aussi lorsqu'on a dans l'ensemble des échanges et lorsqu'on a démarré le projet, l'intégration aussi qui a été faite avec nos équipes et l'intégration aussi qui a été parfaite de l'ensemble des acteurs avec les autres intervenants sur le chantier. Et ça aussi, je tire mon chapeau aussi moi aux équipes qui étaient déjà actuelles sur le chantier, que ce soit Vinci ou Orange Business Services. Très bien. Alors, on va rester sur une question générale projet. Question concernant le planning. Quand a démarré la phase cahier des charges, consultation, sélection? Alors, la phase cahier des charges, le cahier des charges a été écrit sur l'été 2014. Il a été diffusé, je crois, de mémoire en septembre. On a reçu l'ensemble des offres sur décembre, janvier. Et la fin de contractualisation s'est faite au mois d'avril, mai. D'accord. Je dis ça de mémoire à peu près. Voilà. On avait la grosse contrainte qu'on avait était principalement une contrainte chantier qui était, parce qu'on part de rien sur le stade. Donc, c'est là aussi la particularité de cet ouvrage-là, peut-être pour des DSI, c'était que généralement, quand on déploie une solution, les meubles, les murs, ils sont déjà là. Nous, ils n'étaient pas là. Ouais. Donc on avait juste un impératif qui était il faut que les serveurs ils soient livrables lorsque notre salle serveur elle sera mise à disposition. Donc on s'était calé là-dessus. C'était pour une livraison début juin 2015. D'accord. Autre question, alors cette fois des questions un petit peu plus précises. Concernant les data centers, les deux salles, je crois que vous l'avez déjà dit, elles sont situées où dans le stade, sur un autre site et pourquoi? Alors les deux salles sont à l'intérieur du stade, elles sont pas sur les mêmes niveaux, elles sont séparées. Donc on a une architecture en Y comme elle a été présentée. Aujourd'hui pour nous le fait de les avoir localisées, c'est
parce qu'on a un nombre très important de volumes de données à traiter et je dirais, de fonctions à délivrer qui sont des fonctions liées au bâtiment, liées au bâtiment et à l'infrastructure. Et c'est ça qui a justifié le fait qu'on internalise le data center. On a aussi un nombre assez important de services dans le cloud, mais sur les fonctionnalités stade, on a fait ce choix-là. La partie après qui est externalisée, c'est pour les problématiques de sauvegarde. Voilà, tout simplement, on fait la sauvegarde hors site et puis on a la chance d'avoir d'autres sites. Voilà, on a la chance d'avoir d'autres sites pour nos centres de formation qui sont un petit peu plus loin. Donc voilà, on rationalise l'architecture comme ça. Très très bien. Autre question un petit peu pointue. Alors comment, monsieur Michael Jailly, qui vous demande comment avez-vous fonctionné avec la partie bâtiment pour la gestion des ondes Wi-Fi et assurer une couverture optimale? On n'est pas dans le débit, on est dans la qualité de la couverture. Sur la qualité de la couverture. Oui. Alors sur la qualité de la couverture, donc on travaille en étroite collaboration avec les constructeurs. Sur la base déjà dans un premier temps des plans. C'est-à-dire que, ça aussi, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on doit définir une couverture Wi-Fi uniquement sur le papier. Donc on fait différentes itérations successives avec les constructeurs qui proposent une infrastructure et une répartition des bornes sur plan. Et ensuite, en fonction de l'avancée des travaux, les travaux, la construction du stade s'est fait un petit peu par secteur. Eh bien, on allait sur le terrain, sur une zone qui pouvait ressembler après de manière homothétique ou avec des symétries proches de la réalité, et on faisait des tests de couverture à ce moment-là. Voilà. Et petit à petit, on révise. Si jamais on s'aperçoit que les études de couverture sont insuffisantes, on rajoute ou on déplace des bornes. Donc même avec de la modélisation, le cas réel est quand même... Après, le Wi-Fi, de toute façon, il y aura la réponse finale, elle sera sur le terrain, et elle sera sur le terrain quand aussi le stade sera plein, puisqu'on sait très bien que la densité de personnes peut atténuer le signal. Donc c'est pour ça qu'effectivement, au démarrage, ce réseau Wi-Fi va continuer à être optimisé, tuné, justement pour trouver le bon réglage, la bonne orientation pour que la qualité de service soit la meilleure possible pour l'ensemble de nos spectateurs. D'accord. Oui, parce que les gens peuvent suivre le match aussi dans les coursives sur leur smartphone ou oui, bien sûr. Et sur le Wi-Fi, alors le Wi-Fi, on en parle aussi, on en parle beaucoup sur le grand public. Il ne faut pas oublier aussi que le jour de match, on a, ça c'est ce qu'on appelle chez nous le niveau 0, on a énormément de gens qui travaillent, on a énormément de journalistes qui sont là pour couvrir le match. On a les officiels, on a l'ensemble des organisateurs qui peuvent être en mouvement. Et aujourd'hui, ce réseau-là, la couverture aussi intramuros et à l'intérieur du stade est aussi capitale pour nous, pour le bon fonctionnement. Donc Wi-Fi grand public, mais aussi Wi-Fi opérationnel pour les gens qui travaillent et qui couvrent l'événement. Très bien. Alors, vous intéressez le public. François, la preuve, Philippe Delire qui demande est-ce qu'on pourra visiter les data centers? Je suis très intéressé, étant dans le domaine de l'infogérance. Alors, une fois que vous serez libéré du chantier, après janvier, il faut respirer un petit peu. Voilà, aujourd'hui, 7 janvier, c'est bon. Voilà, on va finir effectivement la construction, on va livrer l'ouvrage. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le stade, c'est un stade 365, et forcément, la visite de l'ouvrage et la visite du stade fait partie des services qu'on offrira. Donc, en fonction, je pense, des typologies d'entreprises et des profils des visiteurs, on est assez innovant en termes de commerce et en termes de visite à l'OL. Donc, on saura trouver la visite, le package qui permet, avec la loge, d'avoir accès au data center. Pas de problème. D'accord, très très bien. Alors question là, technique, toujours on est dans les transmissions, mais sur un tout autre aspect que le Wi-Fi. Quel réseau de transmission utilisez-vous entre vos sites de sauvegarde, le Grand Stade et Gerland, si j'ai bien compris, XDSL, etc. Question de Franck Brouillet. On a un lien fibre. Un lien fibre, d'accord. Voilà. D'accord, de la fibre noire tout simplement, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, autre question, Pierre Arnaud, lui, il veut savoir quels outils HP utilise pour déterminer le nombre de points d'accès, Access Point. Alors, dans ce cas-là, j'ai pas la réponse. Donc, vous n'avez pas, d'accord. J'ai clairement pas la réponse. Par contre, c'est quelque chose qu'on pourra venir et répondre à la question a posteriori. D'accord, très très bien. Très très bien.
Pourquoi 2 salles informatiques? Ça paraît évident, oui. Oui, Alors, pour assurer, réponse, pour assurer la redondance pendant l'événement, en cas de défaut, de panne, d'alimentation qui pourrait arriver, dégâts des eaux. Voilà, tout simplement. D'accord, très très bien. Question alors personnelle, professionnelle, est-ce que vous êtes allé visiter d'autres stades à l'étranger comme il n'y en a pas d'autres? Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Est-ce que vous êtes allé vous balader aux États-Unis, au Moyen-Orient? Oui, ça fait. L'Olympique Lyonnais voyage, puisqu'on joue un championnat national, on joue des championnats européens. Donc, sur le terrain, les clubs peuvent être des concurrents, mais les équipes se connaissent entre elles et on voyage, on partage l'expérience, on a des réseaux et des contacts qui permettent d'aller visiter, avoir des retours d'expérience sur telle technologie qui est déployée dans tel stade. Donc, effectivement, on voyage beaucoup. Très bien. Et vous m'avez dit tout à l'heure, alors c'était avant l'émission, que vous avez une personne spécialisée qui porte un nouveau titre. Expliquez-moi ça. Alors oui, c'est notre stadium manager. Oui. Aujourd'hui, il y a une fonction dans le métier du football. C'est pour gérer un stade de cette envergure. Il y a une fonction qui est là, qui est le stadium manager, qui fait partie de l'équipe dirigeante de l'entreprise, mais qui est dédiée à l'exploitation et à la commercialisation du lieu, son bon fonctionnement, le lien avec les différentes équipes opérationnelles, pour faire en sorte que le show continue en permanence et qu'il assure la coordination entre l'ensemble des équipes qui permettent la réalisation de ces événements. Et donc, effectivement, il y a des formations dédiées, un réseau de stadium managers qui existe en Europe et auquel nous faisons partie. Très bien. Un vrai métier. Un vrai métier, un nouveau métier. Alors, on a eu beaucoup de questions réseau communication. Là, on a des questions aussi qui sont plus tournées vers les utilisateurs, l'utilisation. Est-ce que le billet est dématérialisé? Alors, le billet est dématérialisé. Il peut être dématérialisé. Aujourd'hui, ce qu'il faut, donc, quand on parle de billet dématérialisé, un billet, c'est un code barre. Donc, ça peut être un code barre 1D, ça peut être un QR code, ça peut être, pourquoi pas, une puce NFC. Donc, forcément, on va dématérialiser. Dématérialiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je donne un droit d'accès sur un titre. Donc, sur le stade, on pourra rentrer avec son smartphone, on pourra rentrer avec des cartes NFC, on pourra rentrer avec des billets à l'ancienne si on aime bien encore si on est encore collectionneur, parce qu'il y en a et ça se respecte tout à fait. Moi j'en ai à mon bureau. On pourra rentrer avec de l'impression à domicile, comme maintenant ça s'est démocratisé. C'est des sujets sur lesquels, pour l'Olympique Lyonnais, ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui à Gerland, même si effectivement le stade est vieillissant, la technologie est particulièrement vieillissante en ce moment. Le billet, l'impression à domicile, la carte sans contact pour rentrer, c'est des choses qu'on pratique depuis 2006-2007, déjà sur Gerland. Donc maintenant, on s'adapte au smartphone, aux nouveaux titres. D'accord. Est-ce qu'il y a aussi du paiement sans contact dans le nouveau stade? Vous avez parlé de 290 caisses. Alors, il y aura effectivement du paiement sans contact à l'intérieur du stade. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un programme de fidélité, le programme MyOL. Aujourd'hui, les abonnés du stade ont déjà une carte RFID pour accéder, comme je le disais, au stade, pour accéder à leur place. Aujourd'hui, sur cette carte, on va leur offrir la possibilité d'aller charger de l'argent depuis chez eux, depuis leur smartphone, en convertissant de l'espèce, pour qu'en caisse, d'un simple tap, ils puissent régler leur achat. Ce dispositif-là, il est ouvert aux abonnés. Il sera aussi accessible à l'ensemble des spectateurs grand public de la jauge, du stade, puisqu'on ne prendra pas les espèces. Donc il y aura du sans contact avec ce programme-là spécifique OL. Et puis après, sur l'ensemble de nos 290 points de vente, on prend toutes les cartes bleues et également le sans contact carte bleue, puisque on en parle. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'on est encore sur 35 à peu près de commerçants qui sont équipés. L'ensemble des TPE de l'Olympique Lyonnais fonctionne également sans contact bancaire, sans contact privatif et sécurisé OL, ce qui permettra de fluidifier les files d'attente en caisse. D'accord. Alors, les internautes s'intéressent non seulement à ce que vous avez dit, mais à ce que vous n'avez pas dit. Et vous n'avez pas parlé de big data, traitement des données. Est-ce que vous allez un petit peu repérer les données de ces clients supporters, participants? Est-ce que vous allez les traiter, les analyser? Alors aujourd'hui, par rapport au big data, ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Olympique Lyonnais, depuis déjà un certain nombre d'années,
à unifier son système d'information pour pouvoir avoir une vision 360 degrés sur son client et du coup savoir qu'une personne va acheter plutôt tel match, plutôt tel équipement, tel produit dérivé. Donc aujourd'hui, des données CRM et de l'analyse de données à des fins marketing ou pour cibler des clients, c'est des process qui sont déjà ouverts, qui sont déjà en place chez nous. Après, sur les thématiques plus liées, je dirais, aux nouveautés liées au big data, l'Internet des objets, évidemment, ce sont des sujets que nous allons traiter dans le cadre de ce stade-là, puisque on a l'infrastructure qui nous permet d'aller déposer des capteurs un petit peu partout. Donc forcément, on va s'enrichir de données complémentaires pour nous en servir dans l'exploitation et dans l'amélioration de nos offres et de nos expériences. Et on va tellement bien, le sujet est tellement à l'actualité, vraiment à l'actualité chez nous, puisque dès cette année, on a créé aussi une Digital Factory spécialisée justement dans la transformation digitale et la collecte et l'exploitation de ces données. Très très bien. Alors on va redescendre dans le concret. Question de Franck Brouillet. De quelle sécurisation des alimentations électriques disposez-vous? Double arrivée EDF ou groupe électrogène? Ça c'est du concret. Groupe électrogène. C'est groupe électrogène, monsieur Brouillet, la réponse. La bonne réponse, c'était groupe électrogène. Très bien. Je vais vous remercier tous les trois, mais vous redonner la parole quand même pour ce qu'on peut appeler un mot de conclusion. Qu'avez-vous envie de dire respectivement, peut-être de conseiller même aux DSI, aux responsables informatiques qui nous écoutent? Comme d'habitude, on va commencer par vous, François. Écoutez, pour conclure, je vous remercie déjà de votre invitation et puis d'avoir pu échanger sur ces sujets-là. Ça me sort un petit peu aujourd'hui du chantier, puisqu'on est à 2 mois de l'ouverture. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de casque, il n'y a pas de casque, le casque est par terre, là, les donc, bottes aussi, donc voilà, merci pour ça. Ce qu'on peut conclure aujourd'hui, c'est que ce nouveau stade pour nous et ce qu'on construit, c'est une deuxième vie pour l'Olympique Lyonnais, c'est son nouvel écrin. Donc aujourd'hui, le futur de l'Olympique Lyonnais, il est devant nous et il reste encore à construire. Donc les grandes époques de l'Olympique Lyonnais vont encore se faire dans ce stade-là. Donc pour les DSI autour de moi, ce que je peux leur conseiller, c'est venez voir le stade, venez le visiter, ça sera complètement possible. Et effectivement, prendre conscience que dans un club de foot, finalement, on a de l'IT, on a des vraies contraintes, métier, infrastructure, connectivité, comme n'importe qui. Très bien. Du côté du rectangle vert, quel est le mot de la fin? Quelle peut être la remise en perspective de cet exemple de l'Olympique Lyonnais? Christophe? Déjà, on savait qu'on allait venir, c'est pour ça qu'on avait proposé le rectangle vert comme logo, ça c'est important, on est bien en ligne. Non, ce qui est important, on voit tout de suite, c'est la passion. Aujourd'hui, travailler sur un projet de cet ordre, ça nécessite à la fois une passion des personnes qui travaillent dessus, mais surtout une passion parce que derrière, on est prêt pour le futur et on va aller de l'avant. Et je pense que toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet attendent réellement de mettre le premier pas dans le stade et de voir la réalité de ce que ça va être. Donc, chez Hewlett-Packard Enterprise, on est fiers, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est fiers et encore une fois, je remercie François pour vraiment avoir une relation très, très liée sur le projet. Ce n'est pas juste qu'on envoie des informations, c'est une vraie relation de travail pour être prêt pour le futur. Très bien. Merci à tous les trois. Merci aux internautes du mondeinformatique.fr pour leurs questions et pour leur attention autour de cette heure à partir du projet de Stade 2.0 de l'Olympique Lyonnais avec Hewlett-Packard Enterprise.